Bonjour et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Maths en Asie. Aujourd'hui, nous allons parler de nouveaux projets chinois pour l'espace et la Lune, de la fin d'ExoMars, de tensions sur l'ISS entre Roscosmos et l'ESA, et bien plus. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, mais également à partager cette vidéo autour de vous si vous souhaitez me soutenir. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Pour débuter sur le sujet de la station spatiale chinoise, le lanceur Long March 5B de la mission Wentian a été transféré sur le pas de tir. Le lancement du module de la station est attendu le 24 juillet 2022. De plus, nous savons que le module Mengtian a passé avec succès les derniers essais au sol et qu'il quittera très prochainement l'usine, tandis que son lancement est prévu fin 2022. Du côté de la station, le vaisseau de fret Chenzhou 3 s'est séparé de la CSS le 17 juillet, après 10 mois sur la station. Il rentrera et sera consumé dans l'atmosphère. Sinon, dans le module central Tianre, l'équipage Chenzhou 14 se prépare pour procéder aux futures opérations d'assemblage en orbite lorsque le nouveau module sera là. Normalement, Chen Dong et Liu Yang participeront à l'assemblage depuis l'extérieur lors d'une sortie extravéhiculaire, car Tsai Tuche s'est entraîné à manipuler le bras de la station, tandis que ses collègues se sont plongés dans des révisions plutôt poussées autour des procédures. Pour continuer dans l'espace, la CASC a affiché lors d'une conférence une nouvelle ambition. Le groupe national pourrait débuter en 2025 la construction d'une centrale photovoltaïque spatiale de 10 MW en orbite géostationnaire. Nous avons ainsi appris que des essais au sol à Xi'an et à Chongqing sont en cours depuis quelques temps. En tout cas, personnellement, ces essais me font penser au test du dirigeable Jirai de la CAS, testant un dispositif de transmission d'énergie via micro-ondes. Aujourd'hui, la seule chose précise que nous savons, c'est qu'il faudrait une dizaine de lancements via Long March 9 pour avoir une centrale fonctionnelle. Ainsi, en fonction des besoins, ils vont devoir agrandir la station tout en développant plus d'infrastructures au sol, dont des stations, pour recevoir l'énergie produite. Dans un second temps, le futur lanceur destiné aux missions habitées Long March 5DY sera réutilisable. En effet, la CALT, une filiale de la CASC, a testé un système de capture du premier étage via un filet, se rapprochant du système Smart Catcher testé à l'université de Rennes pour le CNES. De plus, une seconde version du nom de CZ5ZRL remplacera la fusée Long March 2F pour les lancements habités à destination de la station Tiangong. Par ailleurs, dans le cadre du programme lunaire, l'objectif de la Chine serait d'effectuer une première mission de survol de la Lune avec l'atterrisseur, puis une seconde mission où 3 taïkonautes atterriront sur la Lune pour l'explorer. En outre, on parle d'une architecture de mission qui pourrait se rapprocher d'Apollo 10 et d'Apollo 11. Sur le sujet de la Lune, l'Université des sciences et des technologies de Huazhong propose un habitat lunaire du nom de Moonport Zone employant l'impression 3D. Le plan de construction voudrait que la seule pièce préfabriquée soit le dôme, et tout le reste sera issu de l'impression 3D. On parle ainsi d'un habitat qui nécessite 2,3 tonnes de matériaux, représentant un coût total par habitat de 2,28 milliards d'euros, soit un coût de 125,8 millions d'euros par mètre carré. Finalement, la technologie d'impression 3D pourrait également servir à la construction d'un poste d'observation de la Terre sur la Lune pour récolter des informations telles que le mouvement des plaques et le changement magnétosphérique de la Terre, une ambition abordée par un responsable de la CNSA du nom de Hu Rao. Pour terminer sur la Chine, revenons sur Terre. Premièrement, le 12 juillet, la CASC a procédé au lancement du Long March 3B depuis le site de Xicheng. Sous la coiffe, nous retrouvons le troisième satellite Tianyan de seconde génération, un grand groupe de satellites qui assure le relais entre les vaisseaux spatiaux en orbite et les stations au sol. De plus, le 16 juillet, la CASC a réussi le lancement commercial du Long March 2C depuis le site de Taiyuan. La mission consistait à déployer en orbite héliosynchrone une première série de 2 satellites d'imagerie optique du nom de SuperView Neo de China Seaway Survey and Mapping Technology Company qui a l'ambition de développer une constellation d'une vingtaine de satellites d'imagerie d'ici 2025. Dans un second temps, l'objectif de la CASC sera d'avoir une gamme de lanceurs entièrement réutilisables et opérationnels avant 2035. On parle d'une capacité d'emport de 150 tonnes en orbite terrestre basse pour certaines, tandis que les moteurs de ces lanceurs tourneront sous un mélange méthane et oxygène liquide. Ainsi, on nous parle aujourd'hui d'un lanceur moyen de 5 mètres de diamètre, composé de 2 étages, et on nous parle également d'une autre famille qui sera composée de 2 versions de 10,6 mètres de diamètre, dont une config à 2 étages et une autre à 3 étages. Pendant ce temps, alors que Landspace sera certainement un grand leader du spatial mondial, d'ailleurs j'ai publié une vidéo à ce sujet, le lien est en description, eh bien K-Space de la CAS est arrivé avec de nouvelles informations autour de son projet touristique. La société a signé un accord de coopération stratégique avec le groupe national China Tourism Group Travel Service Company, détenant des entreprises phares de tourisme en Chine, comme l'entité Chendi, propriétaire à 57% du resort Shanghai Disneyland.
Pour rappel, le premier vol non habité pour ce lanceur et cette capsule est prévu pour 2023, ce qui va marquer le début du tourisme spatial en Chine. En Russie, l'industrie spatiale russe s'apprête à vivre une grande crise. Premièrement, le président de l'ESA a annoncé le 12 juillet que l'agence spatiale européenne met fin au programme conjoint ExoMars avec Roscosmos. Néanmoins, le projet de rover martien pour l'ESA n'est pas mort, car le 20 juillet, de nouveaux partenaires seront annoncés par l'agence. Alors on parle peut-être de la CNSA, ou peut-être de la NASA, bref, on verra bien. Ainsi, suite à la fin du programme conjoint, le 12 juillet, Dmitry Rogozin a donné l'ordre aux cosmonautes sur l'ISS de ne plus utiliser le bras robotique européen #ERA et d'empêcher les autres membres de l'ISS de l'utiliser. En outre, le directeur de l'agence a demandé à ses cosmonautes de prendre en otage le bras qui a été construit par les partenaires européens de l'ESA. Suite à la prise d'otage du bras européen de l'ISS ordonnée par Dmitry Rogozin, le Kremlin a émis le 15 juillet un décret présidentiel annonçant que Rogozin a été démis de ses fonctions de directeur de Roscosmos et que le nouveau directeur de l'agence est désormais Yuri Borisov. Alors Yuri Borisov était le vice-premier ministre pour la défense et l'industrie spatiale entre 2018 et 2020. Ainsi, on peut comprendre que l'opération de Dmitry Rogozin sur l'ISS n'a pas dû plaire à Moscou. Ainsi, après sa nomination au poste de directeur de Roscosmos, Yuri Borisov a annoncé que les principaux objectifs de l'agence sont selon lui la production en série de vaisseaux spatiaux militaires et civils, la construction d'équipements spatiaux et un développement plus poussé de composants nécessaires à l'industrie spatiale du pays. Ainsi, selon d'autres déclarations, la science et la coopération ne seront pas la priorité de l'agence, ce qui peut nous emmener vers une interrogation autour de la future station spatiale russe du nom de Ross, qui sera peut-être finalement une base militaire et non un laboratoire spatial en orbite. Mais ça, c'est une grande question. Néanmoins, même si la coopération n'est pas sa priorité, nous avons vu que le bras européen est aujourd'hui toujours sous contrôle de tous les membres de l'ISS et que la sortie extravéhiculaire de l'italienne Samantha Cristoforetti et du russe Oleg Artmeyev est toujours prévue pour le 21 juillet. Nous avons également appris que les accords autour des lancements à destination de l'ISS entre Roscosmos et la NASA ont été concluants. En effet, la cosmonaute Anna Kikina rejoindra la station spatiale internationale à bord d'une Crew Dragon de SpaceX via la mission Crew 5 en septembre 2022, tandis que l'américain Francisco Rubio rejoindra l'ISS lors de la mission Soyuz MS-22, dont le lancement est aussi attendu en septembre 2022. Pour continuer sur cette grande phase d'annonce, le 15 juillet 2022, Dmitry Rogozin a tout de même déclaré publiquement que la Russie lancera le remorqueur spatial à propulsion nucléaire Zeus en 2030. Ce véhicule sera en gros un taxi de l'espace qui va emporter des charges utiles comme des satellites qu'il va pouvoir déployer lors de ses périples. De plus, la future station spatiale russe sera une vraie station de maintenance pour Zeus où les cosmonautes vont pouvoir effectuer des réparations et des améliorations lorsque le remorqueur sera amarré à la station. Pour terminer cette vidéo, nous avons appris que la mission lunaire robotique Luna 25 rencontre plusieurs difficultés lors des essais au sol. Néanmoins, selon Roscosmos, ces problèmes n'impacteront pas le lancement qui est prévu pour fin 2022. Par ailleurs, selon un responsable de l'agence, la priorité numéro 1 n'est pas le nouveau programme lunaire habité pour le moment. Donc on peut imaginer que Ross risque d'être la priorité numéro 1 pour la Russie et Roscosmos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi. Actuellement, je n'ai pas trop le temps de faire des vidéos, mais j'essaye d'en faire. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description. Sur ce, je vous remercie pour votre présence, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars, allez bye.